Mesdames, messieurs, je vous présente la Spoon Cup 2, messieurs, dames, YouTube, bonsoir. Tout de suite, très rapidement, j'annonce un event. Vous avez tout le chapitrage sur la vidéo YouTube. C'est disponible à toutes et tous. Vous pouvez vous inscrire dès à présent et vous avez la date, samedi 4 avril à partir de 20 h. Ce sera une soirée fun sur Master Duel, sur le simulateur de Yu-Gi-Oh! Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à passer le chapitrage pour voir un petit peu comment se présente l'événement. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Maintenant que ce petit préambule est fait, voilà, bienvenue mesdames et messieurs sur cette présentation de la Spoon Cup 2. Vous avez la date, vous avez l'horaire, 20 h en France, 14 h au Québec pour nos amis québécois qui voudraient bien sûr participer, québécois ou expatriés. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, la Spoon Cup 2, en quoi ça consiste? Ça fait suite, spoiler, ça fait suite à la Spoon Cup 1. Vous vous en souvenez? C'était il y a 2 ans. Voilà, c'était il y a une éternité. La Spoon Cup, c'était tout simplement, eh bien, c'était tout simplement un tournoi à la base. Mais je vais y venir plus en détail. On va plus être sur une soirée. Voilà, on va s'affranchir un petit peu du format compétitif. On va être plus sur un moment fun. C'est voilà, c'est une occasion, c'est un prétexte pour qu'on joue ensemble et voilà, qu'on passe un bon moment sur Yu-Gi-Oh! Une soirée accessible pour tout niveau. On garde la même philosophie, ceci dit, que la première édition, puisqu'on n'inclut que des decks de structure. Si vous n'avez pas été là pendant la première édition, voilà, ça me permet de vous faire un récap. On a utilisé que des decks de structure que donnait le jeu, sans changer les decklists. Donc, pas de souci de deck building, pas de farm pour avoir des cartes. Voilà, tout ça, on oublie, on met de côté. On ne joue qu'avec les mêmes decks et comme ça, voilà, tout le monde prend du plaisir. En plus, c'est des decks qui sont accessibles pour des débutants. Donc, la philosophie du bail, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est ouvert à tous, à tous les niveaux, parce que en fait, il n'y a pas de galère. Vous installez le jeu, il est gratuit. Vous en avez pour 10 minutes pour débloquer un deck, et puis boum, vous pouvez jouer directement et vous familiariser avec Yu-Gi-Oh! C'est l'occasion pour vous de vous faire une porte d'entrée si vous voulez tester le jeu ou juste avoir une petite occasion de jouer avec d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et un truc qui peut intéresser les gens qui connaissent un petit peu Yu-Gi-Oh! C'est qu'on propose un rythme lent et sans long combo, plus proche du jeu à l'ancienne. Donc l'idée, voilà, avec ces decks de structure, c'est qu'on n'est pas du tout sur des decks méta comme aujourd'hui, où vous avez pu voir peut-être ce qu'on a fait avec les decks d'emprunt récemment, où on a des longs combos de 5 minutes. Là, on oublie ça, les decks sont pas du tout prévus pour fonctionner de cette manière, ils sont prévus pour fonctionner comme... Vous savez, quand on était dans la cour de récré, si peut-être vous avez joué aux cartes, le rythme très simple de j'invoque un monstre, je pose une carte face cachée, à toi de jouer, voilà. Et après, il y a des petits trucs, des petites interactions qui partent de là, et on est sur des duels qui durent une bonne dizaine de tours, quoi, globalement. Donc voilà, donc ça se veut très débutant friendly et je m'en vais bien sûr vous expliquer toute l'organisation et vous présenter les decks disponibles puisque bien la sélection de decks d'emprunt disponibles, pas d'emprunt, de decks de structure disponibles sera complètement différente de la première édition. Donc on va être sur un tout nouveau format. Pétard, j'ai loupé le début de l'annonce. Oh non! Bon, tu arrives vraiment sur juste la présentation, hein. Toi tu connais, gars, tu connais. Ah bah bravo, excuse-moi d'être au taf et de te répondre sur Insta, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais énerve-toi en fait. Ce soir, Gat, faut pas le chercher, hein, les gars. Faites très attention à ce que vous faites. Alors, voici les 6 decks, vous vous posiez peut-être la question. Les voici, nous sommes donc sur 6 decks pas d'emprunt, il faut que j'arrête avec cette habitude. Des decks de structure dans l'ordre. En commençant par en haut à gauche, nous avons Monarque qui va jouer avec des invocations sacrifice sans extra deck. Je vais vous détailler tous les decks ensuite. Chevalier Gemme ensuite à côté, très stylé celui-ci. Il va jouer avec des fusions toutes simples. Ensuite à côté, insecte numérique, on va jouer avec des Xyz. Juste à côté de moi, là, on a un deck rituel avec fin du monde. Ensuite, on a les bêtes gladiateurs, celles-là sont très populaires, qui sont un autre style de fusion, mais sans magie de fusion. Et enfin, le tout dernier, on va être sur un deck Shiranui, qui est un deck un peu particulier. C'est un deck synchro, mais qui va jouer pas mal sur le cimetière et le bannissement. Voilà, vous avez la présentation de ces 6 decks. Aucun autre deck
n'est jouable. Ça, c'est vraiment tout ce que vous pouvez jouer, donc pas de galère de vous poser la question de qu'est-ce qu'il y a à voir, etc. C'est tout simple, et vos adversaires, du coup, ont l'un de ces 6 decks, tout simplement. Et du coup, les decklists ne sont pas modifiables, donc encore une fois, pas de souci de deck building, pas de souci d'avoir des cartes, etc. Et c'est pareil pour votre adversaire, vous savez qu'il va pas jouer des trucs craqués par rapport à vous. Vous allez jouer sur des puissances équivalentes, tout simplement. Et ces 6 decks sont chacun débloquables dans le mode solo à la fin des chapitres qui leur sont dédiés. Je vais revenir en détail à chaque fois sur comment ça fonctionne, mais partez du principe que c'est très simple à débloquer, c'est très rapide, et en plus, vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser par rapport à la première édition. Là, c'est vraiment, vous terminez un chapitre, vous avez le deck. Voilà, tout simplement. Comme ça, je m'en vais vous les présenter pour que vous puissiez focus ceux qui vous intéressent en priorité. Et on dit bonjour à Claire de Lune. Comment tu vas, Cizir? Youpi, elle est là en fait. Comment tu vas? Ça fait trop plaisir de te voir. Let's go, de commencer l'entraînement mercredi là. Alors oui, on a un gars qui est très très chaud. Ça me fait déjà trop plaisir. Youpi. Comment tu vas, Cizir? Tu as passé un bon lundi? Ta semaine commence bien? Tu es pardonné, pardon, je me suis emporté. Oui, attention, hein, pas de bagarre ici, pas dans mon chat. Après, si ça peut nous divertir, ça peut être top. Ensuite... Alors, maintenant que vous savez comment se compose, de quoi est composé le format, eh bien on va pouvoir parler rapidement d'organisation. On va fonctionner peu ou prou comme la première édition, c'est-à-dire que je vais créer une room en privé sur le jeu, et ensuite de 20h à minuit, on va pouvoir s'affronter. Au début, on sera avec des adversaires prévus à l'avance de façon aléatoire pour que chacun ait une table sur laquelle se positionner et commencer directement un duel, comme ça, pas de question. Et ensuite, c'est tout simplement... il n'y a pas de principe de manche, c'est-à-dire que pas besoin d'attendre, comme on le faisait pour le GLT, d'attendre la fin, que tout le monde ait terminé son duel pour engager la deuxième manche. Là, c'est vraiment, vous avez terminé, très bien, vous vous posez sur une table ou vous cherchez une table où il y a quelqu'un de tout seul et vous commencez votre autre match. Voilà, tout simplement, l'idée c'est qu'il y ait le moins de temps mort possible pour que chacun puisse jouer le plus possible tant qu'il veut. En cas d'impératif, vous pourrez arriver plus tard ou quitter plus tôt. Ce que je veux cette fois-ci avec cette édition, c'est prendre en compte ce qui s'est passé à la première, c'est-à-dire que tout le monde n'était pas dispo pour aller jusqu'au bout et qu'on compte les points comme un GLT. Et plutôt que de serrer la vis pour qu'on ait un truc plus proche d'un GLT où vraiment il faut qu'il y ait un classement à la fin, je vais prendre le contre-pied. Je me dis que ça peut être plus sympa justement, quitte à rendre le format accessible à tout le monde et que chacun puisse s'inscrire, et bien de proposer à l'inverse un format beaucoup plus flexible. On va pouvoir compter les points pour ceux qui veulent, ça il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas du tout essentiel. On va pouvoir jouer vraiment juste pour le fun pour la majorité des gens qui voudraient juste être là pour jouer sans se prendre la tête. Et du coup, si vous avez un impératif, vous pouvez bien sûr quitter plus tôt que prévu ou arriver un peu en retard, il n'y a pas de souci. Évidemment, je vous serai gré pour ceux qui participent. Si vous pouvez rester de 20h à minuit, vous pourrez vous prendre une pause bien sûr entre deux, il n'y a pas de galère bien sûr. Mais si vous pouvez être là au début et à la fin, comme ça il y a le plus de monde tout le long, c'est top, mais ça se veut flexible et tranquille. Qui joue pour le fun? Il y a des gens chill, il y a des gens chill en fait qui veulent pas nécessairement écraser la concu en fait. Ça paraît fou, mais... J'adore cette petite annonce, ça sent la belle soirée là, allo. Tu crois pas si bien dire, parce qu'après on retrouve Spoonia et on a des beaux projets, donc ça va être très chouette. C'était un round robin, c'est ça? Elle est pas mal la blague. Mais je l'ai pas compris. Ça va super, je suis malade depuis 2 semaines. Merde, avec une petite grippe ou Covid. Ça va mieux, donc c'est l'essentiel. Merde, putain, mais t'as pas de bol? Comment ça, le Covid? Ça n'existe plus, le Covid. C'est fini, tout ça. Il a disparu, comme les dinosaures. Bon, écoute, remets-en-toi bien. Putain, 2 semaines, ça fait long. Ça fait long, quand même. Tu peux aller bosser quand même, ou t'es vraiment KO et t'es en arrêt, là? Ça donne quoi?
On peut jouer plusieurs decks, ouais, je vais y revenir, mais tout à fait, le format que je vous ai montré, les 6 decks disponibles, vous pourrez jouer les 3, il n'y a pas de souci. Alors toi, tu vas bien, hop, tu vas bien t'en aller. Donc oui, vous n'êtes absolument pas restreint à ne choisir qu'un seul deck, et même, vous allez voir, vous allez être invité à changer de deck. Donc si vous voulez jouer les 6 decks pendant la soirée, régalez-vous. De toute façon, les 6, encore une fois, sont faciles à obtenir et à maîtriser, donc tranquille. Ah pardon, on s'en fout ces gens, n'est-ce pas? Tu me connais, je viens, mais je vais la jouer sérieux. Ah, j'aime trop ça en fait, j'aime trop. Et j'ai intérêt à gagner du niveau sur 2 XKO hein, pour te rendre fier en retour. C'est un format de compète, le round robin. Genre tout le monde affronte tout le monde et on compte les points. Oui, voilà, bah, c'était le... Ouais, j'avais pas le terme. Bah, c'était pas mal ce qu'on faisait pour le GLT dans l'idée, que tout le monde affronte tout le monde. Là, l'idée, c'est que ce soit quand même un peu plus chill. Voilà, à ce niveau-là, on sera moins rigide sur le format. L'idée là, la philosophie du truc, c'est que ce soit accessible pour tout le monde et que ben, tout le monde prenne juste du fun et qui est pas trop, voilà, flexibilité au niveau des horaires et qu'on se prenne moins la tête au niveau des points. Ceux qui veulent compter vont le pouvoir, je vais y revenir, mais pour ceux qui veulent juste être là pour kiffer, voilà, le principal c'est juste qu'on joue quoi. Crâne m'arrête, je bosse quand même. Ça c'est fort, ça c'est fort. Qu'on l'augmente en fait cette meuf. Sérieux, mais nul nonobstant. Alors non, je vais détailler les détails. Ouais, je vais détailler les détails, ça va être top. Mais aussi les decks et leur fonctionnement. Et vous allez voir que même si vous n'avez aucun niveau en Yu-Gi-Oh, vous devriez vous en sortir et vous faire un minimum kiffer. Alors, au niveau du règlement qui fait suite du coup à la façon dont on s'organise. Donc une fois que vous avez votre adversaire, on va faire comme la première édition, 2 duels par rencontre et le gagnant se voit obligé de changer de deck. Donc on en revient du coup à cette idée de jouer plusieurs decks. Je vous invite du coup à connaître au minimum 2 decks, sachant que vous allez voir, il y en a 2, les 2 qui se maîtrisent le plus facilement. Même si vous avez jamais joué avec, c'est très facile. Donc vous aurez pas de galère à ce niveau-là. Le perdant a le choix de le faire ou non. Si le perdant lui aussi a envie de changer de deck, il peut, mais il n'en est pas obligé. C'est vraiment celui qui va gagner sa première manche qui va être obligé de montrer qu'il est capable d'en gagner une deuxième avec un autre deck. Et une fois que ces 2 duels sont faits, on va pouvoir, pour ceux qui veulent, j'ai mis voilà, facultatif pour les tryharders bien sûr, on va pouvoir compter les points. On a une petite différence au niveau du comptage, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, quand vous avez mis votre adversaire à minimum 6000 points de vie, eh bien vous allez commencer à gagner 1 point, puis 2 points à partir de 4000, 3 points à partir de 2000, et si vous arrivez à la victoire, eh bien vous gagnez 5 points, ce qui fait que vous pouvez gagner jusqu'à 10 points par rencontre par adversaire. Donc l'idée là c'est vraiment, donc après tous ces points, voilà, on va les mettre à disposition pour tout le monde va pouvoir y avoir accès pour les mettre à jour, etc. L'idée c'est que quand même pour ceux qui veulent jouer un petit peu vénère et montrer de quoi ils sont capables, pour ceux qui auront fait vraiment le plus de decks, on va pouvoir mettre en comparaison et déterminer qui est le plus méritant à avoir du coup à partir de minuit. Donc à minuit on finit les duels qui sont en cours et on se permet de compter les points, et donc le gagnant recevra le titre honorifique de Spoon Master 2 bien sûr sur le Discord. Voilà, c'est la petite carotte juste sympathique, voilà, juste pour faire kiffer. Voilà, mais du coup ça n'engage vraiment rien de particulier, juste de participer. Il n'y aura pas de galère, voilà, tout simplement. Hâte d'avoir les détails détaillés, je vais tout vous détailler. Bravo à Poupok pour la 18e mention honorifique sur Discord. Alors attention, parce que Apu effectivement est devenu quand même un joueur très sérieux de Yu-Gi-Oh! Donc attention à lui, mais là il n'aura pas les mêmes armes que pendant le GLT où il pouvait team build. Là il va pas avoir le choix, il va devoir se plier au même deck de structure que les autres. Ouais. Il n'y a pas de deck qui joue avec ses LP, car ce serait un peu coup dur de donner des points à l'adversaire. Et bien justement, c'est très drôle que tu en parles, parce que c'est expressément pour ça qu'il y a la modification du comptage de points, puisque effectivement tu vas
il y a un deck qui va jouer avec les LP. D'ailleurs, oui, je vous ai dit une petite bêtise, hein, rectification. C'est quand vous passez en dessous des 6000 points, bien sûr, que vous allez faire gagner, que vous gagnez un point quand vous faites passer votre adversaire en dessous des 6000 points de vie. S'il en a 6000, vous ne gagnez rien. Ça a son importance, du coup, Gat, tu vois dans l'avenir. Alors, une petite slide un peu sympa, une petite nouveauté. Regardez, alors attention, montage de fou. Gat, j'espère que tu m'en tiens par rigueur. Il y a une nouveauté pour ceux qui veulent, pour, voilà, par rapport au GLT, etc. Je me dis que là, quitte à être flexible, faisons-le Automode qui a pété les plombs, il a vu fuck, en fait, il a pris peur. What the fuck? Mais c'est what, en fait? C'est quoi, ça? Vous aurez du coup la possibilité pour les amis streamers de partager votre POV, voilà, pendant la soirée. Alors évidemment, Gat m'avait proposé de streamer des sessions entraînement. Évidemment, aucun problème, vous êtes libre de streamer du Master Duel, encore heureux. Mais pour ceux qui veulent le jour J, eh bien, voilà, avoir leur petite aventure en stream en même temps que moi, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Vous pourrez streamer votre POV. Et avoir vraiment votre aventure en parallèle avec votre chat, etc. Ça peut être très très sympa. Évidemment, pour ceux qui seront spectateurs, que ce soit de ma chaîne ou d'autres, je vous invite bien évidemment, quand vous jouez contre l'un de nous, à éviter de stream hack. Alors pour le coup, il n'y a pas beaucoup de surprises qui pourraient être stream hackées dans l'idée, puisque ben, vous connaissez le deck en face, donc vous connaissez sa composition et potentiellement les pièges ou magies qui peuvent être posés, mais quand même, par souci voilà, d'équité, si vous pouvez vous garder secret ce que l'adversaire a posé face cachée, ça peut être pas mal quand même, effectivement. Le grand Gat, il est beau hein, ce photomontage. Alors, photomontage d'ailleurs qui est un peu mensonger, hein. Vous n'aurez jamais ce board là pendant l'event, hein. Vous n'aurez jamais un board avec 4 synchros et 6 monstres et tout, ça n'arrivera pas, je vous rassure, pas la peine de vous galérer comme je l'ai fait la semaine dernière avec Synchronique. Même si la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, n'hésitez pas à aller checker le replay parce qu'on a envoyé une session de zinzin, je suis encore trop fier de moi là, à l'heure actuelle, je vous l'avoue. Merci de m'avoir pris comme exemple. Je voyais pas qui prendre d'autres comme exemple. N'empêche, j'arrive à parler dans mon propre chat pendant que je joue. Ouais, c'est vrai, le mec est juste partout. Et ça, c'est fort. Le mec est juste multitâche. Donc voilà, en résumé, nouveauté, si le jour J vous voulez streamer, let's go. Vous êtes les bienvenus. Voilà, ce sera avec très très grand plaisir. On pourra faire comment on appelle ça déjà? Ça fait un multi-Twitch pour permettre à tout le monde d'accéder facilement aux autres POV. Mais pas de chat partagé bien sûr pour pas divulguer d'informations. Voilà, ce serait l'idée. Voilà, tout simplement. Enfin, pour les inscriptions, pour ceux qui là déjà se disent mais trop chaud en fait, j'ai envie de faire ça. À la fin du stream, je créerai un channel dans la partie information, un channel pour s'inscrire tout simplement à l'événement. Donc ça se passe sur Discord. Donc là, si vous entendez ça et que vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas sur Discord, vous avez le lien dans eh bien, soit la bio Twitch, soit la description sur YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas. Et vous aurez du coup dans la partie information, Spoon Cup inscription, vous manifestez votre intérêt, vous dites hey, je serai chaud et tout, ou du coup précisez vos impératifs d'horaire si besoin. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre un petit message et comme ça je vous passerai dans le salon privé. Voilà. D'ailleurs, t'as pris la photo où? J'ai pris la photo chez toi, je suis passé en 2 spi pendant que tu streamais, du coup je t'ai pris en photo, ouais. J'espère que tu m'en tiens par rigueur. Des gens disent que c'est creepy, mais bon, je trouve qu'ils abusent un petit peu. Non, j'ai juste pris un screen de quand tu étais en stream, en l'occurrence. Sur une rediff. J'ai encore la beubarre, donc c'est pas super récent. Ouais, j'ai pris la première rediff sur ta chaîne qui était dispo, ouais. Avoir genre un G-Doc avec les points et les liens des streams, c'est pas faisable? Avec les points, les liens des streams, bah alors on peut faire un multi-Twitch pour qu'il y ait les différents streams pour les viewers. Mais après, où on aura un document, nous, pour compter les points, ou peut-être qu'on fera ça directement par Discord s'il n'y a pas besoin de passer par un G-Doc. Mais ouais, c'est l'idée, ouais. Ah, pour que les viewers puissent suivre. Ça, c'est vrai que ça peut être rigolo. Alors,
ça peut être sympa. Moi, ce que je vous invite à faire pour ceux... Tu es pardonné, MDR. Comme le format se veut flexible et que tout le monde n'est pas obligé de compter ses points, parce qu'il y aura des gens qui seront pas là pour compter les points, qui seront là pour partir à 23h et du coup pas se prendre la tête. Moi, ce que je propose, c'est pour ceux qui veulent compter les points et être en stream, par exemple toi, Gad, je ne sais pas, eh bien, pourquoi pas avoir un petit compteur visuellement pour informer les gens. Après, on pourra pas tenir la liste pour tout le monde, sachant qu'on ne sait pas qui comptera les points, et on sera pas tous à la même vitesse, donc ça se comparera plus à la toute fin de soirée, je pense, pour que ça ait vraiment du sens. Voilà. Tout simplement. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas, hein, pendant que je fais la presse, c'est avec grand plaisir. Écoutez, messieurs, dames, je me dis qu'en tant que viewer, avoir ce type de document, c'est sympa pour savoir qui en est où et voir quels sont les streams de ceux qui avancent le plus. Bah alors du coup, oui, si on veut faire ça avec les gens qui sont en stream, du coup, bah, si chacun peut avoir, moi ça sera mon cas, je mettrai un petit compteur de points visuellement sur l'écran, sur mon interface. Donc après, ça peut être l'occasion avec le multi-Twitch de comparer sur les différentes POV qui a plus de points que les autres. Après, ça peut être pas mal aussi de mettre un compteur de duel. Du coup, dans ce cas-là, un compteur d'adversaires affrontés pour savoir, tu vois, qui en est où, si quelqu'un est à son 5e duel par rapport à celui qui est à son 3e, parce que ça a pris plus de temps. Qu'on sache que l'écart de points s'explique aussi. Ça peut être pas mal. Après, tenir des compteurs pour tout le monde. Sachant que voilà, ça se veut plus fun et que la majorité des gens, je pense, ne compteront pas les points, je pense que ça ferait plus de sens peut-être pour un GLT. Pour le coup, admettons qu'un jour il y a un GLT 3, je pense que ça peut être cool, effectivement, comme tu dis, d'avoir un overlay pour les points de tout le monde, qui soit mis à jour directement, et du coup qu'on puisse avoir une vision globale de qui on est où, ouais. Mais les points, ça oblige les gens à aller chercher sur le stream. Mais le multi-Twitch, t'as pas la vue de tous les streams directement sur la même page ? Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Le multi-Twitch, tu peux avoir toutes tes POV en même temps, et donc du coup, tu peux voir directement. Comment ça, admettons? Merde, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais ouais, après voilà, bah, à voir, on va pouvoir en discuter. On a, voilà, comme c'est début avril, on a encore un mois devant nous pour peaufiner les petits trucs si on veut effectivement faire un truc visuel. En tout cas, Gad, si toi tu as des volontés visuelles particulières qui impliqueraient un certain fonctionnement, bah, on n'hésite pas à ce qu'on en parle et comme ça on s'arrange pour faire le visuel qui te plaît le mieux, bien sûr. La question n'est pas si, mais quand. Ouais, mais c'est tout petit. Bah, ça dépend comment tu l'affiches, ouais. Ça peut dépendre. Évidemment, si tu l'affiches en tout fin et tout petit, ouais, mais si tu l'affiches en gras et relativement gros, ça se capte même en petite POV, je pense. On pourra en reparler de cet aspect-là si tu veux, Gad, ce sera avec grand plaisir de faire un truc qui te fasse kiffer visuellement. Je me permets du coup de passer sur la partie eh bien, la plus importante. Vous aviez peut-être déjà des affinités avec un archétype en particulier, peut-être que pas du tout et du coup vous attendiez cette partie-là. Nous y sommes, la présentation en détail des 6 decks. Alors en détail, je vais pas non plus rentrer dans comment fonctionne chaque carte, de toute façon on n'en aura pas besoin. Je vais vous montrer globalement comment fonctionnent les decks et quels sont leurs atouts, quelles sont leurs mécaniques principales et surtout leurs difficultés. Et leur difficulté en l'occurrence va être croissante pendant cette présentation puisqu'on commence avec le deck avec la maîtrise que j'ai qualifiée d'immédiate. Pour le coup, celle-là, elle est pas du tout... c'est un deck qui n'est pas du tout compliqué à prendre en main. Ça peut être vraiment votre première game directement le jour J. Vous n'allez pas être perdu puisque donc c'est Émergence des Monarques. Ce deck, il est basé sur les invocations Sacrifice. Donc extrêmement facile puisqu'on n'a aucun extra deck. Tout va se passer dans votre main deck, dans le deck principal. On va le débloquer avec le chapitre du mode solo, le Monarque Absolu. Voilà, notez-le, le Monarque Absolu, si vous voulez choper ce deck-là. Vous faites juste la partie principale du chapitre, vous le terminez, boum, vous avez le deck qui tombe, et on n'en parle plus, tout simplement. Donc, ce deck-là, il est basé sur les 6 monarques que vous voyez ici. Ce sont les cartes principales du deck. Ce sont des monstres avec 2400 d'attaque pour tous
ils ont chacun un attribut différent et nécessitent un sacrifice pour être invoqués. Ce qui va les différencier par contre, ça va être leurs effets, puisqu'on va être sur plein d'effets différents qui vont permettre de détruire des monstres, détruire des magies pièges, faire défausser votre adversaire, lui faire perdre des points de vie, etc. On a plein d'effets qui sont quand même, mine de rien, assez balèzes suivant ce qu'il y a en face pour vous débarrasser de cartes gênantes. Vous avez pas mal d'options. Et du coup, le principe du deck, comme on joue avec ces cartes-là en priorité, tout le reste va aider à faire des invocations sacrifices. Vous allez avoir des cartes qui vont vous rajouter une norme, donc une invocation normale, puisqu'une invocation sacrifice est une invocation normale. Donc le même tour, vous allez pouvoir faire votre norme, puis l'invocation sacrifice par-dessus, en utilisant le premier monstre. Vous allez avoir aussi plein d'effets qui vont vous permettre de temporiser un tour pour conserver vos monstres déjà sur le terrain pour le tour d'après pour pouvoir faire l'invocation sacrifice. Bref, vous avez compris le fonctionnement du deck, c'est vraiment tout est dans l'optique de jouer les monarques le plus facilement possible. Et ensuite vous avez quelques cartes qui vont permettre de les reborn, etc. Voilà, vous êtes vraiment sur un deck extrêmement facile pour les gens qui n'ont jamais joué à Yu-Gi-Oh! Vous pouvez pas être perdu à partir du moment où vous connaissez un petit peu comment fonctionne le jeu de base. Voilà, ce deck là ne vous posera aucune difficulté. Donc voilà, si vous cherchez le deck le plus simple, le voici, ne cherchez pas plus loin. Ouais, surtout que le visuel c'est pas du tout mon truc en stream. C'est pour ça, si je peux, voilà, si on peut faire des trucs qui du coup te fassent kiffer. J'ai mon coach qui m'a déjà conseillé 2 archétypes MDR. C'est pas moi hein, qui t'ai déjà... T'as déjà un coach? Attends, comment ça? C'est moi qui t'ai conseillé, je m'en souviens plus. Je suis zinzin. Ensuite, on va pouvoir passer au second, plus simple. Résolution des chevaliers gemmes. Alors ça, si vous kiffez les monstres fusion, et vous allez être servi. Là, on est sur le deuxième deck le plus facile à comprendre. Je vous invite à faire quelques games avec, bien sûr, pour bien comprendre comment il fonctionne. Mais c'est extrêmement simple. L'idée, là, pour le coup, c'est de jouer avec les 3 cartes fusion que vous voyez. Ça, c'est tout l'extra deck. Vous en avez 3 copies de chaque. Avec Ruby, Eggmarine et Topaz, qui sont 3 chevaliers gemmes fusion qui ont chacun leur intérêt. On va avoir le principal, je pense, va être Ruby, puisqu'il va pouvoir booster son attaque pour passer des gros monstres. En plus, il va taper en faisant des dommages perçants quand il va taper des monstres en position de défense. Donc lui, voilà, pour passer des gros monstres et faire du dégât à l'adversaire, il est top. Eggmarine, c'est une super option défensive. En plus, quand il quitte le terrain, il va pouvoir renvoyer dans la main une carte de l'adversaire. Pareil, pour se débarrasser de certaines choses reloues, il est vraiment très chouette. Défensivement, il met une petite pression. Et enfin, Topaz, il a 2 attaques par tour et inflige des dommages à chaque fois qu'il détruit un monstre. Donc voilà, suivant la situation, vous avez ces 3 monstres dans l'extra deck qui sont vos piliers principaux. Et du coup, ce qui est très très chouette avec ce deck là, c'est que vous avez des grosses possibilités de coups fatals. Vous avez très facilement moyen de chercher le létal. Donc attention, avec un peu de réflexion, vous pouvez trouver la faille qui fait que en fait, vous terminez le duel ce tour-ci, quoi. Et vous avez du coup à côté la petite magie de fusion, la fusion chevalier gemme, qui vous permet tout simplement de faire les fusions. Voilà, si la mécanique de fusion vous parle parce que vous êtes un ancien et que c'est la mécanique de l'extra deck que vous connaissez le mieux, résolution des chevaliers gemmes, c'est super simple. Non, j'ai un coach qui n'est pas toi. Ah, ce serait pas Apu par hasard, ou c'est quelqu'un d'autre? Trop bien. Pour le débloquer, celui-ci, ça va se passer dans les guerriers pyroxènes. Voilà, dans ce chapitre du mode solo, pour le débloquer à la fin. Avec Monarque, du coup, vous avez les 2 decks les plus simples. Si vous voulez vous limiter à 2 decks les plus faciles, ces 2-là, c'est des valeurs sûres, vous ne serez pas perdu. Ensuite, nous allons passer à Insecte numérique en croissance, le deck Xyz, qui est composé du coup de 3 monstres là aussi, mais eux qui sont évolutifs. Vous n'allez jouer que des insectes de niveau 3 dans votre main deck, et l'idée ça va être de jouer le premier, le Scaradiateur. Il a déjà un effet très sympa tout seul, mais comment va fonctionner le deck? En gros, les 3 insectes successifs que vous avez là vont pouvoir s'invoquer. Donc pour le cas par exemple du deuxième, le papilloqueur, qui est une Xyz 5, en temps normal il demanderait d'avoir 2 monstres niveau 5
Spoiler, vous n'avez pas ça dans votre deck. Il va falloir passer par Scaradiateur. Lui, il va pouvoir évoluer en ayant un matériel sur... non, pardon, excusez-moi. En retirant 2 matériels Xyz sur lui. Donc Scaradiateur, vous allez avoir vos 2 insectes niveau 3 pour faire Scaradiateur. Et ces 2 insectes en matériel vont vous permettre d'invoquer Papilloqueur par-dessus. Scaradiateur devient le matériel de Papilloqueur. Et pour passer à Dynastibus, il faut la même chose. Il faut qu'il y ait 2 insectes sous Papilloqueur. Il faut qu'il y ait 2 matériels. Et donc là, vous avez une carte dans le deck qui est en l'occurrence... Alors, il me semble que Papilloqueur peut aussi voler des monstres adverses pour s'en servir en tant que matériel. Et donc, vous avez aussi la carte magique que je vous montre là qui est recouvrement. Comment s'appelle déjà celle-là ? Régénérateur habillé, rien à voir. Régénérateur habillé qui vous permet de rajouter aussi un matos sur un monstre Xyz, et ce qui vous permet du coup quand vous avez 2 matos sur votre Papilloqueur de faire venir Dynastibus, et lui, une fois qu'il est sur le terrain, sachez que c'est l'un des monstres les plus terrifiants du format, puisqu'il dit déjà il inflige des dommages perçants avec ses 2600 points d'attaque, donc c'est pas mal, et il peut détruire un monstre en effet rapide. Ça, vous n'aurez pas ce même type d'effet ailleurs dans le format. Détruire un monstre en effet rapide, ça veut dire à n'importe quel moment, même pendant le tour adverse. Donc vous pouvez vous détruire d'un monstre qui va être une menace pour vous, et vous pouvez même attendre la battle phase pour le faire. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vraiment attendre le dernier moment, au moment où le monstre est le plus dangereux, pour vous en débarrasser, ou alors par exemple dans le cas d'un monarque en face qui viendrait vous détruire par effet, eh bien vous pourrez répondre en détruisant le monarque aussi en retour avec l'effet de Dynastibus. Bref, celui-ci est très très chouette, et c'est pour ça que je vous invite à jouer Go First. Voilà, je vous ai mis la petite précision, parce que si vous arrivez en Go First à jouer Dynastibus, bah, vous mettez une grosse pression dès votre arrivée dans le match. Vous mettez déjà une grosse pression avec votre Dynastibus, et il y a moyen qu'après vous bloquiez le premier tour de votre adversaire. Ça peut être un peu relou. Voilà, donc celui-ci, attention, il n'est pas forcément évident à faire sortir Dynastibus, mais il est très costaud, et comment le débloquer, ça va être avec, je vais y arriver, insecte numérique en croissance, le chapitre dans le mode solo, encore une fois. Et non, ce n'est pas lui non plus. De savoir ce qu'est une battle phase. Alors c'est très simple, Gat, je vais être très rapide. La battle phase, c'est le moment du tour où tes monstres peuvent combattre. Ça, tu as tout le découpage d'un tour directement expliqué dans le jeu, donc personne ne sera perdu. D'ailleurs, sachez que le jeu, en l'occurrence là, pour particulièrement avec la complexité des decks qu'on va avoir, va vous paraître peut-être plus difficile qu'il ne l'est réellement, puisqu'on va parler de draw phase, standby phase, end phase. On va pas vraiment avoir besoin de connaître ces termes-là. On va être sur main, battle et main 2 s'il y a besoin. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête. Vous allez voir beaucoup de termes particuliers pour au final pas beaucoup d'incidence avec les decks qu'on va jouer. Alors en parlant de decks qu'on va jouer et de difficulté, on va monter d'un cran avec Témoin de la fin du monde. S'il y a des gens ici qui veulent détruire le monde, bienvenue, mais faites-vous soigner parce qu'il y a un problème. Le deck rituel, et le premier d'ailleurs deck rituel de la Spoon Cup, c'est du coup le deck fin du monde avec Pen, roi de l'Armageddon, et Ruine, reine de l'oubli, qui sont les boss monsters du deck. Et là, je vous avoue pour le coup que c'est très très cool. J'aime beaucoup le deck et les rituels en général. Et là, pour le coup, ce deck a une petite particularité. On va pouvoir revenir à ce que je vous disais avant avec la modification du comptage des points, où on commence à gagner 1 point à partir du moment où l'adversaire est à moins de 6000 points de vie, puisque nous y sommes. C'est lui le deck qui va jouer avec les points de vie, puisque Pen, roi de l'Armageddon, a un effet qui, pour le coup, là pareil, on est vraiment sur le seul effet qui fait ça du format, donc il faut faire attention. Avec son effet, on va payer 2000 points de vie, donc se mettre tout pile à 6000, pour détruire toutes les autres cartes, tout court, que ce soit les nôtres ou celles de l'adversaire. Donc vous comprenez que c'est un sacrifice qui nous met à 6000, et donc du coup vous pouvez vous permettre de l'utiliser une fois sans faire gagner de points à l'adversaire si vous jouez avec les points bien sûr.
main courante contre la standby phase. Ah non, n'aie pas de problème avec trop de monde en même temps, ça va te prendre la tête après sinon. Donc là aussi on est un deck sans extra deck, pour le coup on va jouer qu'avec le main deck, et ensuite on va avoir Ruine qui elle va pouvoir attaquer une seconde fois, donc elle aussi attention, puisque ensemble ils peuvent faire de grandes choses. Là à l'inverse de Insecte Numérique, je vous invite à jouer Go second, à jouer en deuxième, puisque l'effet de peine, pour le coup quand vous faites apparaître peine, vous avez la possibilité de détruire tout ce qui est arrivé sur le terrain adverse, et ça peut vous permettre de comeback de fou, bien sûr. Donc voilà, ça se débloque avec le chapitre Ruine et Peine, et après globalement le deck est plutôt facile à comprendre, puisque on va vraiment se baser sur du coup Ruine et Peine et leur version enfant, qui sont pour le coup niveau 4, et après toutes les magies et pièges sont en lien avec ces cartes là précisément. Les autres monstres qui sont dispo sont uniquement là pour venir les chercher ou chercher leur magie de rituel. Donc on est vraiment sur un archétype où le deck est dédié à ces deux monstres là principalement. Donc vous serez pas trop perdu, mais je vous invite à jouer un petit peu avec, puisque voilà, les cartes magie et pièges que vous avez ont des effets un petit peu plus subtils qui vont vous permettre de récupérer des cartes, de jouer avec le cimetière, etc. Voilà, vous aurez de quoi vous amuser pour ceux qui aiment un peu l'aventure. Ensuite, on va passer sur Rugissement des bêtes gladiateurs. Alors celui-ci, je sais que c'est un archétype qui est plutôt populaire. C'est un autre deck qui va se jouer avec la mécanique de fusion, mais sans nécessité de magie de fusion. Ce qui est un peu particulier avec les bêtes gladiateurs, c'est que quand vous en avez deux sur le terrain, vous pouvez les renvoyer dans le deck pour jouer une fusion depuis l'extra. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi décider à la fin des battle phase de faire repartir votre monstre fusion pour faire revenir des monstres depuis le deck. Voilà, il y a vraiment une mécanique comme ça de faire repartir les cartes dans le deck pour faire venir de l'extra et inversement, sans jamais avoir besoin de magie de fusion. Donc vous embêterez pas à ce niveau-là. Tout le concept du deck se joue aussi avec l'effet qui est commun à quasiment toutes les bêtes gladiateurs, qui est qu'à la fin de la battle, si le monstre que vous avez a combattu, vous allez pouvoir le renvoyer dans le deck pour qu'il se fasse remplacer par un autre bête gladiateur, par une autre bête du coup. Et ça a pour intérêt de faire venir les plus grosses bêtes gladiateurs, non pas pour qu'elles soient utiles elles-mêmes, mais parce qu'elles vont vous permettre de faire venir les plus grosses bêtes gladiateurs fusion de l'extra deck, en particulier du coup la troisième carte que vous voyez là-bas, qui est Editor. Et alors dès que vous avez Editor qui vient, c'est assez vénère. Il vous faut deux monstres de plus de niveau 4 sur le terrain, donc il va falloir faire venir deux monstres de votre deck invoqués spécialement avec l'effet de bête gladiateur, et à partir de là vous faites venir Editor, et lui il a comme effet d'invoquer une autre bête gladiateur fusion directement depuis l'extra, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Donc quand vous faites venir Editor, en réalité vous faites littéralement venir deux monstres fusion en même temps, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir snowball, puisque vous allez avoir du coup deux gros monstres sur le terrain, et attention à ça. Donc voilà, on est beaucoup plus pour le coup sur une mécanique de temporiser le temps d'avoir ce qu'il faut sur le terrain, et après bloquer votre adversaire avec des gros monstres. Voilà. Edith Thor, c'est la fusion. Edith Piaf avec un marteau, avec le Mjolnir bien sûr. Et du coup vous le débloquerez avec la gloire des bêtes gladiateurs. Voilà tout simplement. Que dire de plus sur ce deck là? Voilà, emporté par Mjolnir qui le traîne pas mal. J'ai la ref bien sûr, je connais mes classiques. Donc là aussi, je vous invite à vous familiariser avec la mécanique en jouant quelques duels, c'est plutôt facile à comprendre. Et enfin, nous allons arriver sur le dernier deck, messieurs, dames, du format. Alors celui-ci, c'est probablement le deck le plus délicat à prendre en main. Il est pas compliqué de fou, mais c'est probablement celui qui va vous demander le plus de duels avant de bien comprendre comment il fonctionne. Donc là, si vous êtes un joueur confirmé ou voilà, que vous voulez vous challenger, eh bien celui-ci, il est top. Héritier du style Shiranui, là on va être sur un deck qui va jouer avec des synchros, donc les fameux monstres blancs qui ont besoin d'un synthoniseur et d'autres monstres pour que le total de leur niveau cumulé
soit égal au niveau du monstre synchro. Et il y a une petite particularité avec ce deck, donc c'est un deck zombie en l'occurrence. Et il y a une particularité avec cette première carte que vous voyez, l'épée spectre Shiranui, qui a pour particularité d'être du coup un synthoniseur, nécessaire pour faire des invocations synchro, pardon, mais qui va aussi pouvoir trigger les invocations synchro depuis le cimetière. Et ça c'est super intéressant, puisque plus le combat avance, plus vous aurez de chance de faire venir vos synchros, puisque vous aurez des monstres dans le cimetière, tout simplement. Vous avez plein de cartes qui vous permettent de gérer le cimetière et le bannissement. Et du coup, voilà, une fois qu'épée spectre peut trigger une synchro, il va se bannir avec l'autre carte pour faire venir du coup l'une des deux synchros. Vous avez Saga Samouraï et du coup le boss monster qui vient juste après, Saga Shogun. Saga Samouraï qui est niveau 6 et Saga Shogun qui est niveau 8. Donc, avec des calculs pas si compliqués que ça, si vous avez un épée spectre et votre Saga Samouraï qui a été envoyé au cimetière, vous allez pouvoir trigger la synchro 8. Vous êtes avec un monstre avec 3000 d'attaque et des effets supplémentaires qui va lui permettre notamment de se booster en attaque en bannissant un autre monstre zombie depuis le cimetière. Bref, vous avez plein d'effets très intéressants ensuite avec les magies et les pièges du deck. Vous allez pouvoir après avoir une grande flexibilité au niveau de ce que vous faites et de comment vous gérez votre cimetière et votre bannissement. C'est un deck qui est plutôt technique, mais très sympa quand vous le manipulez bien. Il y a moyen de faire des belles choses. Voilà, et comment le débloquer? Donc là c'est avec rencontre d'un fantôme et de je sais plus quoi, je sais plus le nom du truc en entier, et à l'intérieur du coup de ce dossier là vous aurez 2 chapitres, et ça va être le premier chapitre, Flamme pourfendeuse, je sais plus s'il y a une suite ou pas, mais voilà, ça va être avec ce chapitre là. Donc ça voilà, c'est pour les plus aventuriers d'entre vous. C'est mon deck préféré, le fantôme je sais plus quoi. Celui-ci? C'est celui-ci ton préf? En tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon petit diapo pour la classe. YouTube, vous savez où nous trouver si l'event vous intéresse, si vous êtes chaud de participer avec nous. vous êtes les bienvenus, donc les inscriptions sont ouvertes sur mon Discord. Vous avez le lien en description, ça sera le samedi 4 avril 2026, bien évidemment, à partir de 20h. Vous êtes les bienvenus, et sur Twitch, c'est pareil pour vous. Vous allez pouvoir vous inscrire dès la fin du stream, dès que je coupe, je vous ferai le petit channel pour ceux qui ne sont pas déjà sur le channel privé, puisqu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils étaient chauds, et du coup je les ai rajoutés directement. Voilà, on se prend pas la tête. Vous avez les tenants et les aboutissants de l'événement et sa composition. Voilà, l'idée c'est qu'on passe un moment sympa, et que pour ceux qui veulent se donner un petit peu sur Yu-Gi-Oh sans se prendre la tête, sans avoir besoin de farm et de pensée méta, et bien voilà, vous avez un event qui est fait pour vous. Voilà, merci YouTube d'avoir suivi ça, venez sur Twitch, des bisous.